donc quand on s'est dit, territoire extrême, voilà, la Bretagne, comment on fait, de quoi on aurait envie de parler, et on s'est tout de suite dirigé vers les sciences humaines, et entre autres vers une artiste qui était à la fois dans la vidéo d'art, je dirais, des années 70, et puis après dans un travail de documentariste vidéo, donc cette artiste s'appelle Carole Rossopoulos. Donc elle a commencé à travailler dans les années 70, ça a été une des premières en fait à acheter du matériel vidéo en France et à se mettre en collectif avec d'autres artistes, et ça a été aussi la fondatrice du Centre Simone de Beauvoir en 81. Et Carole Rossopoulos, en fait, moi, elle m'avait dit, voilà, nous, à l'époque, ça coûtait le prix d'une 2 chevaux d'acheter du matériel vidéo. Donc à l'époque, c'était la révolution, parce que l'enregistreur vidéo était passé portable, ça s'appelait Portapac. Et donc on pouvait avoir une caméra qui était portable aussi, pas un truc immense, et donc très mobile, et pouvoir aller n'importe où, rencontrer les gens, etc. Donc facilement. Et puis après, ce qu'ils appelaient le banc de montage, donc tout ça, ça coûtait le prix d'une 2 chevaux, donc c'était cotisé. Bon, elle avait aussi elle-même des fonds, enfin bon, ils avaient constitué, et donc elle a fait un premier collectif qui s'appelait les Insoumises, qui donc a sévi, je dirais, jusqu'en 80. Ma rencontre avec Carole, dans mon travail, elle date déjà de pas mal d'années, mais en 98, en fait, je réalise donc une pièce qui s'appelle Mourir d'ennui, qui est une installation vidéo avec 2 projections face à face. Donc le principe, c'était donc il y avait 2 projections vidéo, donc des vidéos à moi, et au milieu, sur un moniteur, donc était diffusé un film de Carole qui s'appelle Scum Manifesto. Donc Scum, c'était Society for Cutting Up Men. Donc c'était le film était donc de reprendre des extraits du texte de Valérie Solanas, donc le Scum Manifesto étant un livre de Valérie Solanas, qui a été épuisé à l'époque, qui a été donc édité, écrit en 1967 et qui a été très vite épuisé à la fois en anglais et en français. Et donc c'était une manière pour elle de rediffuser, donner connaissance de ce texte à partir donc d'extraits, donc de lecture d'extraits de ce livre. Donc je ne sais pas si vous connaissez le livre, vous avez entendu parler un peu. Donc c'est une sorte de brûlot un peu non, un peu, mais c'est même plus du féminisme, c'est de la, c'est quelque chose d'assez, comment je pourrais dire, surréaliste presque, donc où, en gros, je résume, faut éradiquer les hommes, les mâles, donc contre la société qui est dirigée par les hommes. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans son travail, c'était justement le dispositif, la façon dont on arrivait, grâce à un dispositif assez simple, à donner la parole aux femmes, puisque c'était vraiment sa volonté. La vidéo donc s'appelle Mourir d'ennui, puisque à un moment donné, donc, elle dit
la vie dans cette société étant au mieux que dans l'ennui total. Donc j'avais repris en fait ce titre. Donc la description de la vidéo, en gros, c'est donc une femme qui est donc là en l'occurrence c'est moi, qui est filmée donc en buste, coiffée d'une perruque ou d'un chapeau. Donc voilà, donc il y avait double projection d'un côté de l'autre et au milieu la télévision avec Scoop Manifesto. La question en fait de ce que dit Valérie Solanas en disant que bon les hommes en fait et eux qui sont au travail et qui ne peuvent faire autrement que travailler, autrement que être actifs, bon, les caricatures évidemment, et que les femmes d'un autre côté elles ne peuvent se réaliser ou exister qu'en dehors du travail, à ne rien faire, je ne sais plus ce qu'elle dit, à rêvasser, à dormir, à traîner sur la plage, à faire des visites, à voyager, etc. Ou alors écouter de la musique et décorer leur maison. Est-ce que aussi une artiste femme, en fait, elle travaille vraiment? Est-ce qu'elle travaille où se situe aussi la distance entre, enfin la limite entre ce qui est de l'ordre du travail pour un artiste et ce qui est de l'ordre d'autre chose, donc comme Valérie Solanas le dit, écouter de la musique, coudre, faire autre chose. Donc voilà, suite à ça, en fait, j'ai regardé aussi le travail de Carole, et ce qui m'intéressait aussi vraiment, c'est le rapport à la technologie. Donc, puisque elle en parle aussi, Valérie, dans son texte, où elle dit bon, il faudrait tout automatiser, il faudrait que tout devienne automatique, voilà, technique. Super technicisé pour justement n'avoir plus rien à faire, devenir en fait que le travail n'existe plus, que les machines travaillent avec nous. Et ça m'a fait souvenir que Carole, c'est ce qu'elle disait aussi, c'est-à-dire que quand elle a découvert cette technologie porte à PAC, elle a dit faut pas la laisser aux hommes et il faut l'utiliser aussi nous. En tant que femme, c'est pas parce que c'est des machines qu'on n'y connaît rien. Donc elle était très. Donc tout de suite, puis le fait que bon, du coup, c'était portable, etc. Et elle a été au plus près toujours des événements. Et entre autres, elle m'avait raconté donc un film que vous connaissez peut-être, qu'elle a tourné donc lors des grèves des prostituées de Lyon. Donc je crois que c'est en 75. Voilà, où en fait des prostituées s'étaient enfermées dans l'église Saint-Nizier à Lyon, avec l'accord du curé de la paroisse, pour faire grève et réclamer en fait un statut, surtout au niveau État, dans le sens où elle disait nous on paye des impôts mais on n'a aucune reconnaissance de notre métier. Et on n'a pas la sécu, etc. Enfin voilà, donc quand on est malade, on est quand même obligé de travailler. Et donc Carole débarque avec ses copines et tout, elle s'enferme avec les filles dans l'église et elle commence à récolter la parole de ces femmes en disant dis-le ce que tu as à dire, dis-le devant la caméra. Donc elles le disent et après elles postent à l'extérieur de l'église, devant la porte, au perron, enfin ça s'appelle pas un perron, des télévisions dans lesquelles elles diffusent en fait la parole de ces femmes. Et donc il y a une photo qui est assez diffusée, donc je peux pas aller sur internet, donc je vais pas vous voilà, où on voit en fait les clients qui du coup sont au chômage, qui regardent ces femmes passer à la télé et pour une fois en fait les voient d'une manière différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc ça m'avait intéressé dans ce rapport aussi, qu'est-ce qui à un moment donné est du travail des femmes en fait. En gros, quand est-ce que la femme elle travaille
quand est-ce qu'elle a un métier, quand est-ce qu'elle a un statut, etc. Dans ma filiation aussi, donc là, du coup, personnelle, je suis descendante de modistes, petites modistes et couturières, donc il y avait cette histoire familiale qui fait que, bon, la couture, chez moi, c'était quelque chose aussi voilà, je dirais, normal. et donc, voilà, et donc, dans mon travail, j'ai volontairement, en fait, comme ça... confronter l'idée que bon, on pouvait aller utiliser des machines que ma mère n'a jamais, par exemple, osé toucher, et puis bon, au contraire, utiliser donc aussi, je dirais, comme dans un paradoxe, ces choses. Donc très vite, le vêtement est arrivé, je dirais, au centre de ma démarche. Et parce que bon, la couture, le vêtement donc comme premier abri, comme un premier chez soi, comme du coup ça m'a amené à l'architecture et la question du costume, et on le voit dans la vidéo, malheureusement vous n'avez pas vu grand chose, mais dans la vidéo Mourir d'ennui, donc il y a tout ce travestissement, donc le costume de théâtre, le chapeau, enfin qu'est-ce qui crée un personnage. Donc c'est une œuvre en fait qui date de 2012, qui s'appelle donc, l'ensemble de l'œuvre s'appelle Prêt-à-porter, puisqu'en fait elle est composite. Elle se, comment dire, elle est oui, composite dans le sens où elle a une série d'objets qui sont en fait des modèles réduits en feutre de blocos qui ont été construits donc pour le mur de l'Atlantique par les Allemands, qui sont inscrits dans le paysage breton ici autour de nous. Et donc j'ai fabriqué ces sculptures, en fait ces objets qui sont plus de l'ordre du chapeau, à je dirais là l'échelle, c'est l'échelle du corps. Donc ce qui peut rappeler la question du vêtement. Puisqu'ils viennent donc couvrir le corps. Ils ont été construits à l'origine pour recevoir des corps aussi, puisqu'ils étaient, il y avait il y a toute une typologie de formes, enfin de blocos qui ont été construits donc en tant que casemate pour recevoir donc des hommes, pour recevoir des munitions, etc. Donc je vous donne en fait la citation de Paul Virilio, qui a fait un travail donc après-guerre, bunker archéologie, et qui décrivait donc ces blocos, ces constructions comme anthropomorphes. Leur figure rappelait celle des corps, de point à la casemate. Donc ces objets ont été réalisés en collaboration donc avec Brigitte Payet. Donc Brigitte Payet, en fait, c'est une modiste. Donc je sais pas, j'ai pas expliqué ce que c'était modiste. Tout le monde sait ce que c'est qu'une modiste. C'est une personne qui fabrique des chapeaux. Donc c'est un métier qui est différent de la couturière ou ça. C'est vraiment un métier spécifique, et donc on avait ça modiste. Donc meilleure ouvrière de France, et donc on a élaboré ces formes qui sont effectivement entre le chapeau et le vêtement. C'est à la fois du coup d'avoir travaillé avec elle, c'était dans l'idée de travailler un objet élégant qui soit vraiment portable et pas seulement une maquette à échelle, plutôt de l'ordre de la maquette d'architecte, etc., mais qui soit vraiment portable. Et je disais donc cette pièce en fait est composite dans le sens où ces formes après devaient être portées et ont été portées. Donc lorsqu'ils sont portés, évidemment, on voit tout de suite en fait la contrainte. Ils enferment, ils sont à la fois donc élégants mais protecteurs, contraignants, violents pour le corps des porteurs.
Ils annulent évidemment le visage, qui est une des composantes de l'individu et de la reconnaissance de la personnalité de quelqu'un. Donc du coup, ils standardisent en fait les corps et donc ils font un parallèle à le voile intégral qui supprime aussi le corps. Et le petit aussi la petite chose que je trouvais intéressante, pourquoi j'ai appelé cette série donc d'objets bunker burqa, parce que donc toutes les fentes en fait de ces formes sont au niveau des yeux, donc comme la fente de la burqa. Bon, je vais pas revenir sur la question de la burqa. En fait, pour moi, c'est quelque chose évidemment que je suis, qui accompagne mon travail depuis très longtemps. La burqa, dans sa définition, en fait, là, c'est vraiment la burqa, comment on appelle ça, artificielle, celle dont on parle ici chez nous, en France en particulier, mais bon, en Europe, qui n'est pas du tout en relation avec le vêtement traditionnel, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs. Donc c'est vraiment le terme, je dirais, que l'on utilise ici, donc le voile intégral noir, qui est plutôt repris des pays Arabie Saoudite, du Moyen-Orient. Voilà. Donc l'utilisation pourquoi à un moment s'est déclenché cette pièce, c'était aussi que on venait à discuter de savoir s'il fallait accepter la burqa dans l'espace public, et j'ai beaucoup côtoyé, discuté, lu des choses à propos de femmes donc qui disaient moi voilà, j'ai décidé de la porter, etc. Et de nouveau, ces discussions pour moi c'était encore une fois le corps de la femme, un champ de bataille, voilà, où on met des enjeux politico, etc. Et de nouveau on vient encore de parler de ça. Donc voilà. Donc la performance, donc j'appelle ça une performance en fait, était construite sur le code du défilé de mode. Pour À l'Ouest toute, cette question du travail, et ici en Bretagne, ça m'intéressait parce que je me suis dit, je vais commencer un travail, je dirais presque en résidence chez moi, et je vais m'intéresser vraiment au travail à Brest. Et j'ai entendu parler du maître tailleur. Donc le maître tailleur, en fait, c'est une entreprise donc qui se trouve dans la Sernale. Je parle d'entreprise parce que c'est encore un peu différent de DCN, mais c'est donc une entreprise qui a été créée en 1945, qui s'appelle donc l'Atelier du Maître Tailleur. Le directeur de cette entreprise est un militaire, c'est un ouvrier, ouvrier d'État du coup. Non, il est militaire même, il n'est même pas ouvrier d'État, il est militaire. Donc c'est un grade dans l'armée, voilà. Il y a beaucoup de métiers dans l'armée, et il dirige une entreprise donc de droit privé, une entreprise privée, et il embauche donc des employés pour fabriquer donc les uniformes de la marine. Donc il a été créé en 55, donc les employés sont employés de l'entreprise et donc sont du droit du travail privé. Donc en 1955, l'entreprise est vraiment créée dans l'arsenal de Brest, et contient 260 employés. Donc moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'atelier du maître tailleur, j'avais trouvé des articles dans la presse, donc la presse locale, où elles avaient fait des mouvements sociaux, et elles avaient dit, ça menaçait de fermeture. Et je m'étais dit, tiens, un atelier du maître tailleur, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait exactement, comment on fabrique des uniformes, toutes ces questions. J'avais vraiment envie d'aller voir, et entre-temps, donc j'ai rencontré Céline, et Céline m'en a un petit peu parlé. Bon, elle n'avait pas trop travaillé là-dessus, mais
mais voilà, étant brestoise, connaissait quand même l'existence du maître tailleur. Et puis donc je suis voilà, rentrée en contact avec eux, avec le maître tailleur. Comme ils sont à la fois à Brest et à Toulon, donc à Brest on fabrique ce qu'on appelle les vêtements en manches, c'est-à-dire tout ce qui est caban, manteau, pantalon et uniforme. Et à Toulon, en fait, tout ce qui est un peu chemise manche longue, chemise manche courte, voilà. Et entre autres, ils faisaient aussi encore ce qu'on appelle le bachi. Le bachi, en fait, même ça, ils ont perdu le marché. Donc, ils ne feront plus de bachi. Et donc, il y a un petit peu l'emblème du marin, je dirais, donc avec le pompon rouge, avec toutes les histoires que vous connaissez peut-être avec le pompon, qui portait chance quand on le touchait. La fête, je dirais, de l'entreprise, c'est la Sainte-Catherine, donc avec les Catherinettes. Donc les Catherinettes, donc Sainte-Catherine est coiffée, bon je reviens pas, hier on en a parlé un petit peu. C'est quelque chose en fait qui est d'origine rurale, mais après qui a été transposé en ville, et qui est donc je dirais la fête des ateliers de couture. Et comment en fait elle est maintenant aujourd'hui essentiellement donc reprise dans les entreprises en fait où il y a des femmes. Voilà, donc la Catherinette en fait, donc c'est la femme qui n'est pas mariée à 25 ans, enfin une des Catherinettes. Donc en fait la Catherinette, donc on la coiffe, donc c'est devenu une fête d'entreprise au fil du temps, donc qui devient même une journée chômée dans les ateliers parisiens, mais presque dans tous les ateliers de France. L'atelier, c'est vraiment une fête corporatiste. Ce jour-là, donc, en général, les collègues de la Catherinette ont fabriqué un chapeau soit en douce, en général en douce, pour elle. Donc, faite de restes, de choses, enfin, voilà. Donc au fil du temps, la thématique du chapeau, puisque à chaque fois c'est des chapeaux à thème, donc la thématique du chapeau évolue. Donc au début du siècle, on voit que c'est très lié à l'actualité, à ce qui s'est passé dans l'année, à une nouvelle construction, une tour Eiffel. Donc pour l'instant, je suis à la recherche d'images essentiellement, d'essayer de rencontrer aussi donc ces Catherinettes, savoir si les chapeaux existent encore, qu'est-ce qu'elles en ont fait, comment est-ce qu'elles l'ont gardé, du jour où elles ont été mariées, peut-être que elles ont brûlé le chapeau. Je sais pas, mais en tout cas il y a Marie-Thérèse Bégoc, donc une des Catherinettes, qui elle est restée après sa retraite assez récemment, est restée a fait toute sa carrière donc à l'atelier du maître tailleur, et est restée célibataire. Donc peut-être qu'elle a encore son chapeau.